Bonjour à vous tous qui nous suivez et qui nous êtes fidèles. Chers élèves, je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Soyez les bienvenus. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur les figures de style. Nous aurons l'occasion de découvrir et de reconnaître quelques-unes. Nous travaillerons surtout sur les figures d'opposition et les figures d'atténuation. Ainsi, l'objectif de notre séance d'aujourd'hui est comme suit. Reconnaître les figures d'opposition et les figures d'atténuation et en saisir l'effet dans une œuvre littéraire. Chers élèves, quotidiennement, nous produisons des énoncés à l'oral ou à l'écrit. Nous manions un grand vocabulaire et nous utilisons différents moyens et outils ainsi que procédés pour s'exprimer et pour transmettre le message à notre destinataire. Parmi ces moyens, il y a les figures de style. Nous allons travailler sur des figures d'opposition et d'atténuation, mais nous allons d'abord nous intéresser à l'expression figure de style. On dit figure de style ou figure de rhétorique. Ainsi, je vous propose cette réflexion. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? Nous avons l'expression, bien le mot style, qui signifie manière d'expression. Donc, on parle de figures de style ou des figures de rhétorique. Donc, la figure de style reste un procédé de rhétorique. La rhétorique est un art de bien dire, de bien parler, de bien convaincre, de persuader, de séduire le destinataire, d'émouvoir afin de renforcer une intention selon bien sûr l'objectif et selon l'intention de l'énonciateur. Cette figure de style a sûrement un effet produit dans le texte, dans le discours, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Alors, en général, ça permet de donner une originalité, une force au discours, ce qui le rend plus expressif et permet de l'embellir. L'embellir, c'est-à-dire le rendre beau. Donc, chers élèves, nous allons travailler sur les figures d'opposition et d'atténuation. Pour le faire, donc, nous allons d'abord nous intéresser sur les deux mots, opposition et atténuation. Vous avez donc le terme opposition qui peut renvoyer à d'autres termes, on peut parler de synonymes si vous voulez. Donc nous avons contraste, nous avons discordance, nous avons affrontement. Donc l'idée, c'est l'idée de l'opposition, de la contradiction. D'un autre côté, il y a atténuation. Donc l'atténuation, je tiens à signaler que c'est le contraire, c'est l'opposé de l'amplification. Parmi les figures de l'amplification, vous en avez sûrement vu, il y a l'hyperbole, donc les figures d'exagération. Alors, l'atténuation signifie diminution. Donc, il s'agit de diminuer, d'atténuer, d'adoucir une réalité. C'est tout à fait le contraire d'augmenter. Donc, vous pouvez donc là avoir une certaine idée sur les deux catégories de figures sur lesquelles nous allons travailler. Pour les figures d'opposition, on va en découvrir 3 pour arriver finalement aux figures d'atténuation et nous allons travailler sur 2. Alors, pour le faire, je vous invite à faire le repérage à partir des énoncés que je vous propose. Nous allons commencer avec le premier repérage. Pour vous orienter, nous allons travailler sur les figures d'opposition. Alors, nous avons comme premier énoncé d'Antigone, « Oui, je suis laide, c'est ignoble, à vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. C'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Créance, c'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant, Antigone était faite pour être morte. » C'est une réplique qui était destinée à Aimon, qui a essayé de sauver Antigone. Ce qui attire votre attention, chers élèves, ici, c'est les mots soulignés, les mots qui sont en vert et en rouge. Alors là, je relève les expressions ou bien les propositions. C'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Ces deux propositions forment la même phrase. On peut parler même du même paragraphe dans d'autres contextes. Alors, ce qui se trouve, c'est que dans les deux propositions, on trouve des termes contradictoires, des termes opposés, des termes qui renforcent l'idée de contraste. Les deux termes, donc, ce sont les adjectifs laid et beau, ce qui fait qu'on a deux idées opposées. Alors, ces deux termes ne sont pas trop rapprochés, mais ils sont utilisés chacun dans une proposition et les deux forment une phrase. Ce qui permet donc de souligner deux qualités opposées. Donc, il y a la laideur, il y a la beauté. Cela renforce l'idée de contraste, de conflit, mais parfois aussi de paradoxe. Et ça crée aussi l'effet de surprise dans cet énoncé. Donc, il y a « c'est vous qui êtes laids, même les plus beaux ». Donc, tout en étant beaux, ils sont laids. Il y a quand même un effet de surprise. La même chose pour le deuxième énoncé, c'est elle qui voulait mourir.
aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. D'accord? Et il y a aussi l'expression pour être morte. Donc, nous avons l'opposition entre vivre et mourir, puisque le premier renvoie à la mort et le deuxième renvoie à la vie. Donc, on a deux notions qui sont tout à fait, deux réalités qui sont tout à fait opposées. Alors, cette figure de style permet d'utiliser deux termes dans une phrase. Les deux termes sont utilisés chacun dans une proposition, ce qui permet de signaler une opposition entre deux idées. La première idée est celle de la laideur, l'autre c'est celle de la beauté. C'est une figure nommée antithèse. Donc, il y a le terme anti et thèse. Donc, il y a opposition entre deux idées et cette opposition est signalée par les deux termes les et beau. Voilà donc pour la première figure d'opposition. Alors, nous avons le deuxième énoncé pour découvrir la deuxième figure d'opposition. Je vous lis. Antigone a levé sans étonnement, ses yeux graves sur lui et lui a dit oui, avec un petit sourire triste. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts et Créon, le roi, a ordonné qu'Étéocle, le bon frère, y serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Alors, ce qui attire également votre attention ici, c'est le rapprochement, l'alliance qu'il y a entre sourire et triste, mais également entre frères et ennemis. Donc, les deux termes pour sourire et triste renvoient à deux réalités tout à fait contradictoires. Donc, il y a le sourire, donc c'est la joie. Triste, donc c'est la tristesse, c'est le malheur, c'est la peine, c'est le chagrin. Alors, on se demande comment et pourquoi on a rapproché ces deux termes dans le même groupe de mots, dans le même syntagme. Alors là, ça permet surtout de créer une certaine confusion des sentiments. Un sourire triste, donc il y a deux sentiments qui sont a priori contradictoires, donc opposés, d'accord, ce qui crée un effet de surprise et de choc également. Alors là, on a la même chose avec la deuxième expression, frère ennemi. Donc les frères, il doit y avoir une bonne relation entre les deux. Il n'y a pas de relation de rivalité ou autre chose, donc c'est tout à fait le contraire. Donc normalement, on ne lit pas les deux expressions. Vous remarquez donc qu'il y a alliance inattendue entre ces deux termes, frère et ennemi, dans le même groupe. D'accord? L'un se trouve à côté de l'autre. Ce qui crée aussi une forte tension, une confusion des sentiments. Alors, dans les deux expressions, dans les deux exemples, il y a une nouvelle réalité qui est utilisée pour une intention précise dans le texte. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une alliance inattendue de deux termes contradictoires. Ils sont habituellement et normalement séparés. Donc là, on travaille sur l'opposition entre deux termes. Vous remarquez donc souvent, ces deux termes sont de deux natures alors on utilise souvent un nom et un adjectif. La même chose pour la deuxième expression. Là, ici, nous avons le terme frère avec ennemi. Donc, souvent, on trouve un adjectif plus un nom, mais ce n'est pas bien sûr toujours. Donc, l'essentiel pour nous ici, c'est de remarquer la présence de deux mots qui sont posés l'un à côté de l'autre et ces deux mots sont a priori contradictoires. Alors, chers élèves, cette figure de style vous rappelle l'antithèse peut-être parce qu'il y a la notion de l'opposition, mais il ne s'agit pas de la même chose car, comme vous avez remarqué tout à l'heure, l'antithèse, donc c'est un travail d'opposition entre deux idées. Les deux termes opposés se trouvent dans la même phrase, peut-être dans le même paragraphe, mais ils ne sont pas approchés de la même manière. Alors là, on ne parle pas d'antithèse, mais on parle plutôt de l'oxymore. Donc, il s'agit d'une alliance entre deux termes qui sont a priori contradictoires, mais qui sont utilisés l'un à côté de l'autre pour un effet pour renforcer l'idée de la confusion, du conflit, de contraste, et selon bien sûr la situation où ils sont utilisés. Troisième figure de style, on va la découvrir avec cet énoncé. Je vais vous le lire. Alors, oui, j'avais un rendez-vous. La nourrice, tu as un amoureux? Oui, nourrice, oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Nous avons donc dans cet énoncé
une expression qui est soulignée, qui est marquée ici par le rose. Donc, nous avons la nourrice qui dit « Ah, c'est du joli, c'est du propre ». Vous remarquez la place de cette réplique, elle vient après les réponses d'Antigone. Alors, en comparant la réponse d'Antigone et les répliques de la nourrice, on pourrait comprendre que ce que Antigone annonce est loin d'être joli ou propre. D'accord? Donc là, la nourrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle critique Antigone, mais elle le critique en disant le contraire de ce qu'elle veut lui faire comprendre, de ce qu'elle pense. Elle ne pense pas que c'est joli, elle ne pense pas que c'est propre, mais elle le dit et elle dit le contraire de ce qu'elle pense. Donc, elle utilise ces expressions valorisantes pour une chose, pour quelque chose de négatif. On revient donc au deuxième énoncé de Créon. Éthéocle se prie de vertu. Donc, nous avons la vertu, un terme valorisant, le bon fils, donc il y a valorisation, un terme donc un lexique laudatif. Il y a aussi le prince loyal. Donc là, jusque-là, les expressions sont bonnes et sont valorisantes. Donc, on parle d'Éthéocle comme une personne bonne, comme quelqu'un qui n'a pas trahi sa cité ou bien son peuple. Mais ce qui attire notre attention, c'est les expressions qui vont venir par la suite. Alors, avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Par la suite, nous avons vendre Thèbes au plus offrant. Il y a la notion de la déloyauté, de la trahison, ce qui s'oppose bien sûr aux expressions qui ont été utilisées au début. Alors, on comprend que Créon ici, quand il utilise les expressions ce prix de vertu, le bon fils, le prince loyal, donc il dit le contraire de ce qu'il pense et donc il cherche à critiquer, à dénoncer et il ironise sur la déloyauté du personnage dont il parle, à savoir Éthéocle. Et là, on met en relief le ridicule de la situation, c'est qu'on a fait d'Éthéocle un bon fils alors que lui aussi, il avait essayé d'assassiner son père et de vendre Thèbes. Alors, la troisième figure de style d'opposition que nous venons de découvrir s'appelle l'antiphrase. Donc, il s'agit de dire le contraire de ce que l'on pense, d'accord, dans une intention ironique pour critiquer, pour dénoncer. Donc là, je tiens à signaler que pour comprendre l'antiphrase, il faut comprendre le contexte où elle était utilisée. Donc, ça demande une certaine complicité entre l'énonciateur et le lecteur pour qu'il puisse comprendre cette dimension et cet effet ironique que produit l'antiphrase dans tel ou tel texte. Voilà donc les figures d'opposition étudiées jusque-là. Donc, on a l'antithèse, on a l'oxymore et on a l'antiphrase. Nous allons les voir tout à l'heure avec un petit exercice. Passons maintenant au deuxième repérage. Je vous rappelle la deuxième catégorie de figures de style que nous avions programmée pour vous. Donc, c'était les figures d'atténuation. On va les découvrir à partir des énoncés que je vous propose. Alors, aimant, père, je suis ton fils, tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, aimant, si, mon petit, du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Nous avons une deuxième expression, Créon, je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin, ils sont lavés, maintenant reposés. Elle aussi, ils dorment tous. C'est bien, la journée a été rude. Alors là, vous pouvez remarquer, et pour vous aider, donc ces deux énoncés se trouvent vers la fin de la pièce d'Antigone. Et l'expression Antigone ne peut plus vivre, Antigone nous a déjà quittés tous, renvoie à une réalité que vous connaissez bien sûr, c'est la mort. Donc, ne peut plus vivre, donc c'est-à-dire elle va mourir. Elle a choisi la mort. Donc, Antigone nous a déjà quittés tous, c'est-à-dire elle est morte. Une fois elle a fait son geste d'enterrement, elle a donc choisi la mort. C'est la fin tragique de cette héroïne. La même chose pour l'expression de Créon, je les ai fait coucher. Donc là, il parle des personnes qui sont mortes vers la fin de la pièce. Et c'est la chose que nous avions déjà découvert avec le prologue, quand c'était question de travailler sur le texte du prologue. Alors, l'un près de l'autre, reposer. Reposer ici, bien sûr, vous pouvez comprendre, ils sont déjà morts. Alors, nous avons l'expression « ils dorment tous », là, pour dire qu'ils sont morts. Vous remarquez donc, on a essayé d'éviter l'expression de mort,
d'accord? Puisque c'est une réalité brutale, c'est une réalité terrible, donc quand on parle de la mort. Alors, les expressions relevées, ils renvoient à la réalité de la mort et à la fin tragique de la pièce. Je vous rappelle donc qu'il y avait la mort de 3 personnes, Antigone, Aimant et Eurydice. Alors, la mort ici est adoucie par ces expressions qui sont moins directes et atténuées. Voilà donc pour cette figure de style, chers élèves. Alors, il s'agit d'utiliser des expressions à la place des autres dans le but de ne pas choquer le destinataire. Donc, on évite de choquer, donc on essaie de dissimuler, de cacher, de masquer une réalité brutale en utilisant des expressions adoucies et des expressions moins brutales. Cette figure de style, on l'appelle l'euphémisme. Je passe maintenant à la deuxième et la dernière figure de style programmée pour cette leçon et je vous lis l'énoncé. Enfin, les 3 hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Je retiens l'expression « ce ne sont pas de mauvais bougres ». Vous pouvez donc comprendre, il s'agit de « ce sont de bons bougres » puisqu'ils ne sont pas mauvais, donc ils sont bons. Alors, au début, on a utilisé un terme négatif avec la négation, mais par la suite, on trouve que la phrase correspondante, alors on pourrait y utiliser un terme positif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a réduit une réalité, d'accord, mais pour en dire plus, c'est-à-dire on dit moins, donc on utilise des termes négatifs qui sont souvent niés par la négation pour en suggérer plus, c'est-à-dire on cherche le mot positif. Alors, le mot mauvais ici, c'est un mot prononcé, mais il est nié. C'est un mot négatif, mais il est nié, ce qui fait penser à un mot positif. Alors là, on a l'emploi de la négation et on pourrait trouver la phrase correspondante. Ce sont de bons bougres. Alors, cette figure de style, chers élèves, permet d'utiliser la négation, souvent la négation, en utilisant un terme négatif ou bien un terme atténué, un terme réduit, dans le but, bien sûr, d'en suggérer plus pour chercher le renforcement d'une notion, bien d'un sentiment, d'une intention. Donc, on utilise souvent la négation avec des termes qui sont atténués, qui sont réduits pour chercher un sens plus fort par la suite. Alors, pour les 2 figures d'atténuation étudiées, donc je vous rappelle, nous avons vu l'euphémisme et la litote. Ce que nous devons retenir donc, chers élèves, à partir de ce repérage est comme suit. Alors, pour l'antithèse, donc, il permet d'opposer 2 idées à l'échelle d'une phrase ou d'un paragraphe. Vous avez donc devant vous la présentation d'une antithèse. Et parfois, elle fonctionne avec un parallélisme. Parallélisme, c'est-à-dire on trouve 2 propositions qui ont la même structure syntaxique. Donc, ils ont les mêmes composantes. Alors là, l'effet que produit l'antithèse, souvent, bien sûr, elle permet de mettre en valeur des contradictions entre des personnes, des idées, des situations. Il permet de souligner le conflit, le contraste, et il permet de mettre en évidence un conflit qui peut être au centre de l'œuvre. Et là, je vous donne comme exemple la pièce d'Antigone et surtout le face-à-face entre Antigone et Créon. Deuxième figure d'opposition, l'oxymore. Donc, il permet une alliance de mots a priori contradictoires. C'est une alliance inattendue, surprenante, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, il s'agit de mêler 2 impressions normalement éloignées, ce qui donne une certaine surprise et un certain choc chez le lecteur. Alors, il permet de créer un fort effet de contraste, une forte contradiction dans la phrase, et permet de créer une image étonnante, une opposition inattendue, et ça permet aussi de stimuler la confusion. Et nous avons vu l'exemple avec sourire triste, par exemple, chez Antigone. Donc, ça permet aussi de mettre en évidence certaines émotions qui sont assez fortes et créer une nouvelle réalité. L'oxymore, on l'utilise aussi pour l'ironie, donc elle soutient l'ironie. L'antiphrase donc est la 3e figure d'opposition. C'est une figure de style utilisée dans le but de critiquer par ironie, d'accord, de mettre en relief le ridicule de la situation et de dénoncer. Parfois, elle fonctionne avec d'autres figures de style comme l'hyperbole, d'accord. Donc, elle permet d'exprimer une idée par son contraire dans une intention ironique, de manière à ce que le destinataire avisé comprenne l'allusion. Donc, il faut comprendre le contexte pour comprendre l'antiphrase. Dire le contraire de ce que l'on pense tout en faisant comprendre
ce que l'on pense. Pour les figures d'atténuation, donc l'euphémisme, il s'agit tout simplement d'adoucir la réalité en la masquant par une expression atténuée et moins directe. Donc, on a une réalité brutale, choquante. On essaie de ne pas utiliser des mots directs, mais d'utiliser des mots moins forts, des mots qui sont moins directs pour dissimuler une idée brutale ou bien une idée qui est jugée inconvenante et pour voiler et déguiser une réalité choquante. Dernière figure de style, c'est la litote. Il s'agit d'utiliser des mots atténués et plus faibles pour finalement révéler une réalité plus forte, d'accord? Alors, il s'agit de dire moins pour en suggérer plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prononce le mot à connotation négative. Souvent, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, donc avec mauvais, et on l'utilise avec la négation. Donc, on a le recours à des formes négatives, comme ne pas. Et cette litote, il est utilisé soit par modestie, par timidité ou par pudeur, ça dépend bien sûr de la situation. L'effet qu'elle produit, donc, elle laisse entendre la profondeur des sentiments, elle permet de renforcer une idée, une intention, un jugement et de mettre en valeur les propos de certains personnages. Voilà donc, chers élèves, je récapitule donc les figures d'opposition que nous venons d'étudier, donc sont au nombre de 3. Il y a l'antiphrase et l'antithèse ainsi que l'oxymore. Nous avons comme figure d'atténuation étudiée aujourd'hui, c'est l'euphémisme et la litote. Pour consolider et pour vérifier la compréhension, je vous propose un exercice et nous allons travailler sur des expressions à partir de la boîte à merveilles, à partir d'Antigone, mais aussi du dernier jour d'un condamné. La consigne que je vous propose donc, c'est d'identifier les figures d'opposition et d'atténuation dans les énoncés suivants, tout en expliquant les faits qu'elles produisent. Je vous lis les énoncés et nous allons ensemble travailler pour en dégager la figure ainsi que les faits. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne ». La guillotine est une invention merveilleuse pour exécuter les condamnés. Ces bourreaux sont des hommes très doux. Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. Sa bonne n'avait eu le papier pour un sou. Il me coûtait plus cher à moi. Oui, monsieur, a-t-elle répondu, il est dans la terre et dans le ciel. Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Ma solitude ne date pas d'hier. L'idée du contact entre la lame du couperet et ma nuque me donnait une fièvre glaciale. Voilà donc les énoncés. Nous allons passer à la correction. Alors, vous avez donc le premier énoncé, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Vous constatez donc que c'est une antithèse parce qu'on a l'opposition entre le terme mauvais et bon. On a deux propositions dans la même phrase. L'antithèse ici permet de renforcer l'écart entre les deux personnages. On comprend donc que les deux, je vous rappelle donc là, cet énoncé ou bien cette réplique est celle de Créon. D'accord? Les deux ne sont pas dans la même situation et ils agissent différemment, ce qui montre l'opposition entre les deux situations des deux personnages. Deuxième énoncé, les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Il y a aussi antithèse entre le mot douceur à connotation positive et horrible qui traduit l'état dans lequel se trouve le narrateur. Ici, c'est un condamné à mort. Alors, il s'agit de faire comprendre à quel point son sentiment de misère est profond en disant que même la douceur des gardiens de prison était horrible pour lui. C'est tout à fait normal, il s'agit d'un condamné à mort qui attend le jour de l'exécution. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « c'est bien inventé, que nous faisons là, la mécanique est bonne ». On parle ici, je signale, de la guillotine, l'instrument de la décapitation. Il s'agit d'une antiphrase, vous pouvez le comprendre, parce que là, en faisant référence à la guillotine, qui selon certains ne fait pas souffrir, l'énoncé est ironique, car on ne peut pas venir, il n'y aurait pas des morts, des exécutés qui vont venir par la suite et pour affirmer que la machine permet une mort sans douleur, sans souffrance. C'est ce qui montre le ridicule de la situation.
La guillotine est une invention merveilleuse pour exécuter les condamnés. Alors là, on cherche également à créer un effet ironique, donc il s'agit également de la même chose. Nous avons le terme merveilleuse et nous avons la guillotine. Donc la guillotine est loin d'être merveilleuse. On ne pense pas que la guillotine soit merveilleuse, mais plutôt ici on ironise sur cette méthode affreuse. Donc on met l'accent sur le ridicule de la situation. Et donc là, on a une antiphrase. L'expression « ces bourreaux sont des hommes très doux », on a une antiphrase parce que les bourreaux, ils sont les personnes qui sont chargées de la décapitation, de l'exécution. Ils utilisent l'instrument de la guillotine. Alors, dans le contexte où cette expression est utilisée, donc le narrateur s'exprime avec ironie quand il dit que les bourreaux sont des hommes doux, puisque la perception d'un bourreau est celle d'une personne horrible, sans pitié et froide, et qui fait référence à la mort. Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais. Donc, on a ici un oxymore entre bruit et sourd. Le narrateur, donc, il utilise ici cet oxymore pour montrer qu'il est complètement sous le choc, d'accord, qu'il n'entend que ses propres pensées, qu'il n'arrive pas à entendre et à assimiler ce qui se passe autour de lui. Donc, ça traduit l'état de choc dans lequel il se trouve. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. On a antithèse entre le mot impuissance et on peut tout, donc la puissance et l'impuissance. Donc là, il s'agit de créer un fort effet de conflit, de confusion et de contraste, et on met en évidence l'état de désespoir face au désir d'échapper à la mort. C'est le désir de se condamner à mort. Il désire échapper à cette mort, mais il est aussi dans le désespoir parce qu'il sait très bien qu'il y aurait bientôt son exécution. Nous avons l'énoncé suivant. Sa bonne avait eu le papier pour un sou, il me coûtait plus cher à moi. Il s'agit ici d'un euphémisme qui permet d'atténuer l'idée choquante de la mort en faisant tout de même comprendre que le prisonnier, il laissera sa vie. C'est très cher pour lui, donc le papier où on annonce son exécution, donc ça va lui coûter sa vie. Alors nous avons l'énoncé suivant. Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Ici, je rappelle, c'est Marie, la fille du condamné à mort, qui parle. Pour elle, donc, son père, il est mort, d'accord, mais elle comprend la situation différemment parce qu'on a évité d'utiliser le terme « mourir ». Donc, on a la mort qui a été expliquée à la petite fille de manière à ne pas la choquer, pour lui faire peur et pour ne pas lui faire peur et pour cacher cette réalité douloureuse et horrible et qui est la mort de son père. Alors, moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Nous avons une antithèse entre le terme muet, pas de son, pas de bruit, vacarme, un grand bruit que peut provoquer une foule de personnes, plusieurs personnes. Donc là, nous avons le rapprochement entre deux termes contradictoires, ce qui montre le détachement physique du personnage de ce qui l'entoure. Ça renforce sa solitude, il est enfermé, il est emprisonné dans une idée, c'est celle de la mort. Ma solitude ne date pas d'hier, c'est pour dire que la solitude là, je vous rappelle, donc c'est Ahmed Sfraoui ici, c'est l'œuvre d'Ahmed Sfraoui, c'est le narrateur qui parle de sa solitude qui ne date pas d'hier. Et là, il renforce, il veut dire tout à fait que sa solitude est très profonde et elle a un grand poids et ça permet de renforcer l'expression de ce sentiment. Alors, l'idée du contact entre la lame du couperet et ma nuque me donnait une fièvre glaciale. C'est un oxymore entre le terme fièvre, donc on a la chaleur, glacial c'est le froid, ce qui permet de créer un fort effet de contraste, une forte contradiction, mais aussi ça renforce l'idée de la cruauté de la guillotine et le désespoir dans lequel se trouve le narrateur. Voilà donc.